Parce que c'est des informations qui sait qu'on va pouvoir mettre en place. Bonjour à tous. Donc, c'est dans le volet communication. bonjour à tous. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphanie Dano, qui est professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal depuis 2023. Elle a donc passé son doctorat en 2020, même faculté, sous la supervision d'Anne Bourbonnais et d'Alain Logo. Et ses projets de recherche, subventionnés notamment par le FRQSC, visent à comprendre l'expérience des personnes âgées vivant avec un trouble neurocognitif dans la communauté et ultimement à améliorer leur qualité de vie. Aujourd'hui, elle va vous présenter ses travaux intitulés Les facteurs influençant la poursuite des activités hors domicile des personnes âgées vivant avec un trouble neurocognitif. Merci. Merci de m'accueillir aujourd'hui. J'apprécie. Je suis désolée d'avoir choisi cette journée-là. Je suis présentée. Je pensais pas m'en venir avec le manteau et les mitaines aujourd'hui. Pour les gens qui sont à la maison, il y a eu déjà des questions pour le PowerPoint que malheureusement je ne pourrais pas partager simplement parce que c'est des résultats qui ne sont pas publiés là, pour le moment. Ceci étant dit, on a déjà partagé, je pense, dans le clavardage mon courriel. Là, donc, ça va me faire plaisir si vous m'écrivez. Il va y avoir un rapport de recherche éventuellement, mais aussi les résultats vont finir par être publiés. Donc, bref, pour poursuivre la discussion aussi, ou j'en dis peu importe, bref, ça va me faire plaisir. Je me représente, on l'a bien fait. Simplement, ça, ce projet-là a débuté. J'étais à l'UQTR avant comme prof adjointe aussi, donc une partie du projet qui s'est déroulée alors que j'étais à l'UQTR. Évidemment, je vous présente les résultats d'une phase, d'un projet de recherche qui a 3 phases. Je vous présente les résultats de la première phase. Je ne suis pas seule, évidemment, dans mon équipe. Puis il y a Anne Bourbonnais, que vous connaissez probablement bien ici. Chantal Pau, aussi de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Noa Ben-Gaël, qui est maintenant directrice générale à la Fondation Bertillon du Tremblay, qui était avant à la Société Alzheimer, dans le fond. Puis maintenant, il y a Carmen Lemelin aussi, qui est au Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville. Le partenaire du projet, c'est la Fédération québécoise de la Société des sociétés Alzheimer. C'est un projet financé, comme on disait tantôt, par le FRQSC, donc le Fonds de recherche Société Culture. Donc, le but du projet, les 3 phases, si on veut, était d'élaborer, en fait, on a juste fait une phase pour l'instant, mais ça s'en vient, là, élaborer, implanter, évaluer les actions visant la mobilité externe des personnes âgées vivant avec un trouble neurocognitif dans la communauté. Mobilité externe, en fait, juste pour préciser, dans mon titre, je pense que je l'ai nommé activité extérieure du domicile ou en fait, ce que c'est la possibilité de se déplacer dans la communauté en sécurité pour être en mesure de poursuivre ses activités habituelles. Aller chez le dentiste, chez le médecin, au centre d'achat, à la caisse, chez ma fille, marcher dans la rue, c'est très, très large. Bref, dès que je sors de mon domicile, c'est inclus dans ma mobilité externe, si on veut. 3 phases, comme je vous disais, puis je vais vous expliquer pourquoi je vous explique les 3 phases. Donc, la première phase, on va discuter davantage de ça aujourd'hui. En fait, probablement juste de ça aujourd'hui. Identifier les facteurs favorisants et les défis à la mobilité externe. Après, on va aller identifier des actions concrètes et réalistes ou réalisables là, à mettre en place pour améliorer, dans le fond, ou maintenir la mobilité externe. Puis après, on va les implanter, pas toutes. On va en implanter, en sélectionner certains et certaines et les évaluer, évidemment. Pourquoi je vous dis ça? En fait, j'ai présenté, avec le FRQSC, on a des rencontres annuelles pour parler, là, discuter de l'évolution de notre projet. Puis, ça s'avère que c'était vendredi, cette rencontre-là annuelle. Et tout le monde était déprimé quand j'ai fini de parler. Donc, j'ai voulu expliquer, en fait, aujourd'hui que là, je vais beaucoup parler des défis, des obstacles, évidemment. Mais c'est pas fini le projet. On a relevé les obstacles. Des
fois, ça va être nuancé. Des fois, les gens avaient déjà ah ben, je fais ça, j'utilise ça. Des fois, ça ne sera pas vraiment. Donc, ça va paraître négatif, mais ça n'est pas. Il y a d'autres parts du projet qui vont permettre de pallier. L'autre chose, vous allez peut-être être un peu déçue de voir qu'il y a des choses que je vais vous présenter qu'on connaît depuis 30 ans. C'est des choses qui sont toujours problématiques, mais c'est important de les nommer encore. Même si on les connaît, ben, aujourd'hui, en 2024, c'est toujours problématique. Donc, mais soyez pas trop déprimés, promis qu'on va poursuivre le projet et qu'on va avoir des solutions à proposer plus tard. Pourquoi la mobilité externe? Ben là, je parle à un public convaincu, là, donc ce ne sera pas très, très long. C'est des choses que vous connaissez déjà. Ben, évidemment, quand je peux sortir de la maison, continuer mes activités, ben, ça a un impact sur ma participation sociale, qui a ensuite un impact sur ma confiance en moi, puis ça va jusqu'à la dignité dans les écrits. C'est quand même important d'être capable, d'être en mesure de poursuivre ses activités. Les impacts de la réduction, ben, il y a les risques reliés à la sédentarité. C'est pas juste pour les personnes âgées qui ont un trouble neurocognitif, mais pour toutes les personnes quand on est sédentaire, c'est jamais bon. Ça, c'est bien connu. Mais il y a aussi une dégradation accélérée de la santé cognitive, puis une augmentation de l'isolement puis du sentiment de solitude. La pandémie a mis encore plus la lumière là-dessus. Ça a eu des impacts importants. Les gens n'ont pas pu sortir. Ben, puis les gens qui ont un neurocognitif, pour ça a été encore, les impacts ont été encore plus importants. Donc, c'est ça, soyez pas découragés. Promis qu'il va y avoir des solutions à la fin. On pourra en discuter d'ailleurs. Après, il y a des choses qui sont déjà connues, mais il y a d'autres choses on va pouvoir élaborer, là, si on veut. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur la méthode, mais ça va me faire plaisir là, s'il y a des questions à la fin, évidemment, pour en discuter davantage. Simplement dire, dans le fond, c'est de la recherche-action qu'on a faite de Springer c'est un cycle, en fait, observation, réflexion, action. Il va y avoir juste un cycle dans le cadre de ce projet-là, mais évidemment, j'ai toute ma carrière pour continuer les cycles sans arrêt. Donc, on va pouvoir continuer après. C'était un devis d'études de cas multiples qualitatifs. Études de cas qualitatives. En fait, les cas ont été définis par des régions parce que ben, c'est différent ce que je vis à Laval, à Montréal, puis dans le Grand Nord, ou peu importe où je suis. Il y a 3 régions qui ont participé, dans le fond, Laval, Laurentides, Mauricie. Initialement, ça devait être une autre région que la Mauricie qu'on avait sélectionnée qui était un peu plus éloignée, un peu plus étendue. Par contre, il y a eu des changements là, dans la société Alzheimer, donc ça n'a pas été possible. Il y avait plusieurs défis là, qui faisaient en sorte que c'était difficile au moment où on devait rentrer sur le terrain de rester dans cette région-là. Donc, c'est la Mauricie qui a remplacé, si on veut. Par contre, finalement, ça l'a bien fait, la Mauricie. Là, en tout cas, personnellement, je pense beaucoup à Trois-Rivières quand je vois la Mauricie, mais il y a quand même des, tu sais, on peut, il y a des endroits qui sont plus éloignés aussi. Donc, ça l'a bien fait. Ça a permis d'offrir des résultats intéressants puis différents de ce qui se passait à Laval puis dans les Laurentides. Pour la phase, ce que je vous présente, ce sont toutes les entrevues semi-structurées qu'on a faites, mais de différentes façons. Des fois, c'était individuel, des fois en diade, des fois des groupes de discussion. Donc, en tout, on a rencontré 42 personnes. 42 personnes, ah oui, j'ai oublié de vous dire, PA, TNC, personnes âgées qui vivent avec un trouble neurocognitif. Désolée. Donc, on a rencontré 12 personnes qui vivaient avec personnes âgées qui vivaient avec un trouble neurocognitif, 15 proches, puis 15 intervenants et intervenantes. Je vais y revenir tantôt. Pour les personnes âgées qui ont un trouble, qui vivent avec un trouble neurocognitif, on a rencontré un groupe de discussion de personnes âgées et les autres ont tous et toutes été rencontrés en diade. Je vais y revenir à la fin, qui est bien, mais qui a certaines limites aussi. On va en rediscuter. Mais sinon, ça a été, on aurait voulu techniquement, initialement, en fait, on voulait 45 personnes, donc on était quand même proche. Il y a dans une région où le recrutement était plus difficile aussi, mais ça fait partie un peu, comme vous le savez, ça fait partie de la réalité. Donc, les constats.
Impact d'un événement, élément, là, je vais vous parler après de plusieurs, justement, éléments là, ou des thèmes là, qu'on a ressortis. Par contre, chaque thème n'a pas un impact, le même impact. Puis rarement les personnes vont passer de je sors toute seule à je sors plus. Il va y avoir une évolution, là, dans le fond, puis un jour vont être accompagnés, puis un jour vont moins sortir, si on veut. Donc, un événement ou un thème va avoir de l'influence des fois sur la possibilité de sortir seul, puis des fois sur la possibilité de sortir accompagné. Des fois, ça l'influence un peu les deux. Aussi, ça c'est ce qui est en bleu. Ce qui est en vert, des fois, c'est la personne âgée elle-même qui va décider, OK, ça, j'ai pas aimé ça, je le referai plus. Des fois, c'est le proche aussi ou les proches qui vont dire, OK, ça c'est dangereux, j'aimerais mieux que tu aies plus. Des fois, avec beaucoup d'insistance, des fois moins, ça dépend. Puis des fois, c'est soit variable, soit que les deux prennent la décision ensemble. Donc, c'est ça. Les événements, les éléments ont des impacts à des niveaux différents. Alors, je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, puis pourquoi j'ai ajouté ça, en fait, après la présentation de vendredi. La plupart, dans nos questions, là, par exemple, on demandait, je ne sais pas comment ça se passe quand vous allez au restaurant. Beaucoup de gens me demandaient de préciser, OK, mais je vais-tu au restaurant toute seule ou est-ce que je vais au restaurant accompagné? Parce que c'est un monde de différence. Donc, ça mettait en lumière les impacts de, OK, quand je suis accompagnée, ça se passe comme ça. Quand je suis seule, ça se passe comme ça. Quand je suis seule, je vais faire telle chose, mais pas telle chose et vice-versa. Je vais vous faire grâce de lire tous ces thèmes, ces sept thèmes, mais on va les voir là, en détail juste après. C'est ce qui est ressorti davantage. Je suis souvent négative, puis professeur Bourbonnais pourrait le dire. En fait, quand j'élabore mes guides d'entrevue, souvent j'ai des questions très qui vont essayer de voir le problème. Heureusement, l'équipe est là pour me ramener sur le droit chemin. Mais je pense que veut pas, des fois ça transparaît, surtout dans cette phase-là où je voulais aller voir sur quoi on pouvait travailler. Ce qui est bon, mais ce qui est mauvais, ce qui est moins bon, c'est qu'il y a probablement plus de choses qui fonctionnent que ce que je vais vous présenter. Ces choses-là, il faut les maintenir, il faut les garder, puis il faut des fois les transférer à d'autres régions. Donc voilà. Bon, le désintéressement, pardon, allégué de la personne âgée qui a un trouble neurocognitif. Ça va souvent être le proche qui, à un moment, va dire, bah, ça ne tente plus. Donc, on va arrêter d'aller, je ne sais pas, peu importe quelle activité, là, je dis, OK, ça n'a pas l'air du tenter. Je vais avoir des verbatims juste après à vous présenter. Donc, le proche perçoit, là où la proche perçoit qu'il y a un désintéressement, va dire, bah, on ne le fait plus parce que ça ne tente plus de toute façon. Ceci étant dit, il y a certaines proches qui, eux, disaient, ben, ça n'a pas l'air de tenter, mais quand on est là, il est heureux, tu sais, il est content. Donc, je continue, on va dans une fête, on va au restaurant, on continue parce que ça ne compte pas, mais arrivé, il a l'air bien heureux, il voit ses enfants, il voit peu importe ses frères, sœurs, etc. De façon super intéressante, le désintéressement allégué, c'est pour ça que je l'ai nommé allégué, a été nommé seulement par les proches. Donc, il n'y a ni les intervenantes, ni les personnes âgées qui ont un trouble neurocognitif qui m'ont dit, ben moi, ça ne me tente plus de faire ça. Puis il va y avoir un verbatim, là, je m'excuse, j'ai gardé beaucoup de textes j'ai deux verbatims, puis c'est comme ça, j'ai beaucoup de difficultés à réduire les verbatims, mais je vais vous les lire, je vous rassure. Le premier, l'approche 14, là, ou l'approche 14, là, c'est pour exprimer là, le premier point que je faisais. Là, on dirait que les gens sont désintéressés. Donc, elle me disait, on dirait qu'il n'y a plus rien qui lui tente. On dirait parce qu'il ne fait rien de ses journées. Il est en bas, il retourne manger en haut, il retourne en bas. Je lui dis, ben, il n'y a pas quelque chose que tu aimerais. Je lui donne un livre de lecture. Ah oui, je vais le lire. Il ne lit pas. Je lui donne un film qu'il n'a jamais vu, qu'il peut écouter. Ouais, je vais l'écouter. Il n'écoute pas. On dirait qu'il ne s'intéresse plus à rien. Donc, ça, c'est revenu quand même à quelques reprises. Ceci étant dit, une personne, puis j'aurais pu mettre un verbatim vraiment très, très long. Elle en a parlé beaucoup. La personne âgée me disait, ben, puis c'était dans un groupe de discussion, elle disait, ben, tu sais, j'aimerais beaucoup ça, tu sais, aller patiner à l'extérieur, faire une activité à l'extérieur, mais j'ai personne pour m'accompagner ou il faut que je m'inscrive quelque part, comme le yoga, par exemple, a parlé, qu'elle aurait voulu s'inscrire au yoga pour la session en cours. Donc, tu sais, ce serait vraiment le fun, mais ça l'exprimerait que ça devient trop complexe. Donc, elle n'est pas désintéressée. C'est juste que ça demande beaucoup trop de choses pour être
finalement capable de le faire. Donc, pour les proches, pour certains proches, ben, on va arrêter de faire ça parce que ça n'a pas l'air de tenter. Pour d'autres, ben, ça n'a pas l'air de tenter quand on est là, et pourtant il a l'air heureux. Puis pour les autres, puis les intervenants aussi, ils disaient un peu la même chose. Il y a peut-être d'autres enjeux qui font en sorte que la personne a l'air désintéressée. L'environnement social, les stimuli, je ne vais rien apprendre à personne aujourd'hui, mais c'est toujours un enjeu. Le bruit ou les conversations croisées, même si on est 5 ou 6, puis qu'il y a 2 conversations qui ont lieu en même temps, ça c'est quelque chose qui n'a pas changé, mais que je pense qu'il peut quand même avoir de la sensibilisation qui est faite auprès des familles. Puis on me le rapportait beaucoup dans les parties de famille de Noël, puis j'ai rencontré des gens aussi dans ce temps-là, là, dans la période des fêtes. C'est ça, c'est un enjeu que la personne, à un moment, ben, elle se retirait un peu. Là, et quand elle n'est pas capable de participer, il y avait un certain mouvement de retrait qui, encore une fois, revenait à notre thème qui était perçu par certains par du désintéressement. Aussi, même si on met de côté, puis on parlait des centres d'achat, des fois il y a trop de bruit, mais là, il y a des proches qui disaient, ben, on y va, il y a des périodes où il y a moins de gens aussi. Donc, ils sont encore capables, sont capables de mitiger, là, si on veut, ces effets-là. Au-delà du bruit, des conversations, un peu plusieurs conversations en même temps, ben, juste le fait qu'il y ait beaucoup de personnes, d'arriver dans une salle qu'il y a beaucoup de personnes, ben, ça crée de l'anxiété à plusieurs personnes qui ont un trouble neurocognitif. Se sentent qu'ils doivent faire les choses vite, sentent qu'ils sont regardés, peu importe. Donc ça l'aide pas non plus. Un intervenant qui racontait justement, ça fait le lien avec le désintéressement, disait, ben, il rencontrait un couple dans le fond, puis la conjointe disait, ben, ça l'intéresse moins d'aller à nos activités avec des amis, il vient, 20 minutes après, il sort dehors. Donc, l'intervenant racontait, parle genre avec le monsieur. En effet, c'est parce que c'est tellement cacophonique pour lui, il est plus capable de suivre des discussions de groupe. Donc, après un temps, ça demande tellement d'énergie, puis c'est comme cacophonique, c'est comme un bruit dans sa tête. Il sort, puis il dit, ben, je veux plus y aller. Donc, il veut plus y aller, mais c'est pas qu'il est désintéressé, c'est que ça devient beaucoup trop dur, difficile pour lui, puis moins intéressant, évidemment. Les défis posés par l'environnement physique, les infrastructures, je vais juste regarder si j'ai des notes. Il y en avait 4, je ne vous présenterai pas un verbatim pour chaque ouverture. Stéphanie, je peux te Oui. poser une question? Oui. Sur les effets du bruit, est-ce qu'il y a un enjeu, évidemment, avec la perte auditive aussi, ou est-ce que vous avez contrôlé ces facteurs-là? Non, puis on n'en a pas parlé. Donc, c'est fort possible, mais c'est pas quelque chose qui est ressorti dans nos Parce que c'est quelque chose qui est connu dans Ouais. la perte auditive, même sans trouble cognitif, qu'il y a ces enjeux-là de Ouais. gestion de l'information auditive. Ben, en effet, puis j'ai l'impression que ça l'exacerbe encore Ouais. plus. Ben, je ne sais pas lequel exacerbe quoi. Est-ce que c'est le trouble neurocognitif ou c'est la perte auditive, lequel vient en premier? Ça interagit, je pense. Ouais. C'est possible. Les troubles cognitifs avec les troubles de la compréhension du langage aussi. C'est tout ça qui, comme ça fait comme une salade qui peut avoir différents ingrédients, différentes proportions. J'ai l'impression que c'est peut-être pas ressorti parce que, en tout cas, dans j'ai pas fait un test à tout le monde. J'ai l'impression que les participants qu'on a eus n'avaient pas de troubles auditifs diagnostiqués, ou en tout cas, n'avaient pas. Mais c'est un bon point, mais c'est pas ressorti dans nos entrevues. Est-ce que je peux, à ce moment-là, poser une autre question Ben oui. sur le bruit puis le trouble auditif? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de bruit va créer une certaine fatigue, on va dire, cognitive, et donc impacter ce qu'on appelle la mobilité, la capacité à se mobiliser des gens? C'est-à-dire qu'il y a tellement de bruit, c'est pas juste cognitivement, mais c'est que d'un coup, ça impacte aussi tout le reste. Est-ce que ça s'est ressorti? C'est un facteur ou c'est pas forcément un facteur? Ben, en fait, c'est pas ressorti. Il y a personne qui m'a dit, les gens m'ont dit qu'ils étaient fatigués, ils voulaient plus être là, ou les proches, ou peu importe, c'est pas ressorti de cette façon-là. Je pense que dans une discussion, probablement que c'est quelque chose, c'est une hypothèse vraiment intéressante. Puis, en effet, là, quand ça fait 1 heure que tu entends tout le monde parler, puis c'est sûr que ça a un impact physique aussi, là, éventuellement. Mais c'est pas ressorti dans les entrevues. Si les gens à la maison ont des questions, est-ce qu'ils vont. OK, à la fin.
Pour ce qui est, si je reviens pour l'environnement physique, il y a des choses connues, des choses moins connues. Les toilettes jarrées, c'est quelque chose qui était pas, pour moi, qui était pas connu. En fait, les toilettes jarrées, à un moment, c'est tout quand les gens sont rendus à un stade où ils doivent sortir, ils sortent accompagnés. Euh, c'est un problème dans les deux sens, là, si on veut. Donc, si je suis la personne âgée qui a un trouble neurocognitif, puis je dois me rendre toute seule à la toilette parce que mon proche, je suis une femme, mon proche est un homme, ne peut pas rentrer avec moi pour plein de raisons. Euh, Ça est problématique. Il y avait une intervenante qui me racontait, ah non, c'était une proche, pardon, me racontait, en fait, son conjoint était allé avec sa mère, puis il était dans un restaurant, donc la mère va aux toilettes, puis son chum reste à la porte, puis là, il entendait la madame qui se promenait, puis finalement, quand il a entendu chien, là, il a dit, bon, là, je vais rentrer, puis il l'a aidé. Ben, en fait, la madame ne trouvait plus la porte de sortie, elle poussait toutes les portes des cabines de toilette, sans trouver comment sortir. Donc ça, c'est pas des expériences super intéressantes. Mais le contraire aussi, le contraire est aussi vrai, en fait, quand c'est la personne, l'approche ou le proche qui doit aller à la toilette, puis qui ne peut pas amener la personne âgée qui a un trouble neurocognitif avec elle. On me donnait l'exemple d'un couple en vacances, en fait, qui, la dame va aux toilettes, dit, puis là, c'était trop la façon qu'elle a dit, là, tu restes là, je te dis, tu restes là. Tu sais, puis là, va aux toilettes, tu ressors, le conjoint était dans un endroit inconnu, était disparu, est parti, a paniqué. Donc, dans les deux, puis cette personne-là a dit finalement, ben, ça a été notre dernier voyage. On ne sortira plus à cause de ça. Donc, tu sais, ça peut sembler anodin, mais d'avoir des toilettes jarrées, ça a un impact aussi. Puis je pense que c'est plus grand, en y réfléchissant, c'est plus grand aussi que juste pour les personnes qui ont un trouble neurocognitif. Juste si je suis proche aidante de peu importe qui a un problème de mobilité, qui a besoin de mon aide, ben, des fois, la toilette pour handicapés, il y en a une, mais elle est à l'intérieur des toilettes jarrées. Donc, ça devient complexe. Le stationnement. Les stationnements, ça dépend des endroits, mais souvent les stationnements sont loin. Bon, si j'ai ma vignette, des fois ça peut aller sur la place, mais des fois même avec ma vignette, on sait que ça peut être loin. Bref, il y a différents enjeux, mais la personne qui accompagne se trouve avec un dilemme de soit je débarque la personne, puis là, je m'inquiète, puis là, je me dépêche d'aller, puis là, je marche vite pour revenir, puis là, j'espère qu'elle n'est pas partie. Ou j'amène la personne avec moi me stationner plus loin, puis ben, finalement, il a fallu qu'elle marche tellement de pas qu'elle est brûlée, puis tu sais, l'activité est beaucoup moins plaisante. Donc ça demeure un enjeu. Les détours de la circulation, c'est la première fois que j'entendais, peut-être que c'est connu dans les écrits. C'est arrivé à plus qu'une reprise que les gens m'ont dit la première fois que c'est perdu ou que je me suis perdue, ben, c'est parce qu'il y avait un détour. Je me souviens pas si j'avais un verbatim. Faut pas vous gâcher le punch. Non, vous n'aviez pas de Ouais, il me semble participants de qu'on avait. Montréal. Ouais. Non, c'est. Puis ça, je suis pas sûre, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec ça. En tout cas, il va falloir réfléchir. Mais en fait, deux situations. Une, le monsieur allait aux activités des sociétés Alzheimer depuis des années à vélo l'été. Puis à un moment, ben, il fait la même chose, il y a un détour. Puis même, je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir un trouble neurocognitif pour savoir que les détours, c'est pas toujours bien balisé, là, si on veut, mais juste de sortir de son chemin habituel, ben, le monsieur s'est perdu, puis là, finalement, sa conjointe appelle, ben là, il est 7 heures, il n'est pas revenu, puis en tout cas, bref, ils ont retrouvé la personne, mais c'est ça, c'était perdu à cause du détour. Une autre situation, puis il y a un monsieur qui conduisait, en fait, qui allait à son chalet avec son GPS, puis il y avait eu un arbre qui était tombé dans la rue, puis donc, faire un détour, mais même avec le GPS, puisque ça changeait sa route habituelle, il n'était pas capable de se retrouver. Finalement, sa conjointe, avec le cellulaire, a pu le guider pour qu'il retrouve son chemin. Mais même des gens qui n'ont peut-être pas des symptômes avancés, le monsieur conduisait très bien, allait seul à son chalet, mais le fait de changer un chemin habituel était suffisant pour vraiment, avoir fait en sorte qu'il s'égare un peu, mais aussi créer beaucoup d'anxiété. Donc, les détours de circulation, si vous avez des idées, je vais les prendre en note pour faire l'action pour ça. Mais bref, c'est quand même important de le mentionner. Peut-être qu'éventuellement, on va pouvoir aider, aider cela.
Trottoir et tapis, je ne m'étendrai pas là-dessus. C'est pas quelque chose qui est ni nouveau ni spécifique aux personnes âgées qui ont un trouble neurocognitif, mais le trottoir et la rue qui ont la même couleur, le tapis de la même couleur, que le plancher ou en tout cas qu'il n'y a pas beaucoup de nuances entre les deux. Ça crée des chutes ou des risques de chute. Pour les tapis, c'est frustrant parce que je veux dire, bon, peut-être que je ne m'y connais pas en tapis, mais c'est frustrant. En tout cas, ça devrait être changé. Pour les trottoirs, c'est sûr, c'est plus complexe. On se gérer des bandes réfléchissantes. C'est des choses qui sont déjà connues. Il y a personne qui tombe en bas de sa chaise en ce moment. Donc, mais ça a quand même été rapporté. Là, que les gens disaient, ben, c'est parce qu'elle ne sait pas si le trottoir commence, finit, si la rue, on ne sait pas trop. L'automatisation des services. Ça, là, pour les personnes âgées qui ont un trouble neurocognitif, on en a discuté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les caisses automatiques, tu sais, à l'épicerie ou dans n'importe quel magasin, là, si on veut. Pour ne pas le nommer, j'avais le Walmart en tête, là, mais bref, les caisses automatiques, le paiement interact, peu importe où, mais le paiement à la pompe aussi est problématique. Les inscriptions, les rendez-vous par Internet, puis là, de plus en plus, ben non, vous pouvez pas appeler madame pour aller sur Internet. Pour les rendez-vous médicaux aussi, puis les inscriptions à n'importe quelle activité, c'est un enjeu. Puis les lignes téléphoniques à option ou automatisées, si on veut. C'est ça. Même sans trop de bureau. Ah oui, donc, Mais je pense que c'est parce qu'elle ajoute évidemment la chose. Puis qu'est-ce que j'allais dire? Je vais y aller avec mes verbatims, mais je voulais ajouter quelque chose là-dessus. Une participante qui disait, une personne âgée qui disait, ben, tu sais, les nouvelles caisses à l'épicerie, c'est vraiment beau, c'est super beau, hein. Puis elle dit, la première fois que je suis allée, c'était super beau, ça allait bien, ben, je suis revenue en broyant, j'ai bloqué. Je suis partie et là, je me suis fait regarder, là, ça allait pas bien, ça devenait de plus en plus anxieuse. Puis là, elle a fini par partir. Puis là, elle dit, ben, je me faisais regarder comme si j'avais pas payé ou je sais pas trop, là, je me souviens pas. En tout cas, j'étais pas bien. Puis ça n'a pas été une belle expérience. Elle poursuivait, parce que je ne pouvais pas mettre ça, 18 pages de verbatim, mais elle poursuivait, puis elle disait, à un endroit en particulier où elle habite, il y a des heures où il n'y a pas de gens, ben, il y a des gens, là, mais je veux dire, il n'y a pas de caisse ouverte, donc là, demander, elle ne sait même pas comment demander de l'aide, ça complexifie beaucoup, beaucoup. Donc elle disait, elle continue à sortir quand même, puis aller à des endroits qui ont des caisses automatiques, mais elle y va à des moments où elle est certaine qu'il va y avoir un humain. Le téléphone, tu sais, juste téléphoner quelque part, il faut que tu écoutes tout puis que tu raisonnes que c'est là, que c'est pas là. Le numéro 1, le numéro 3, c'est compliqué, là. Donc, puis cette personne âgée-là disait qu'elle était en attente elle voulait prendre un rendez-vous avec un de ses médecins pour un suivi important. Puis, juste ça, là, ça faisait des semaines que ça traînait parce que c'était toujours compliqué maintenant, on peut plus toujours, souvent, on peut plus faire le zéro. Donc, elle disait, j'ai essayé le zéro, puis ben, ça me donnait nulle part. Puis là, après, elle racontait qu'à un moment donné, elle a laissé un message sur une boîte vocale, mais elle ne sait pas, là, tu sais, y a-tu quelqu'un qui a eu le message? Et donc, ça complexifie beaucoup. Ben, vous le disiez tantôt, c'est désagréable un peu pour tout le monde. Puis je pense que les machines interactent. Moi-même, je ne sais jamais, tu sais, c'est en haut, en bas, je rentre sur ma carte, tu sais, on ne le sait plus, mais c'est ça l'ajoute à une complexité pour ces personnes-là. Ah, le comportement attendu par la société ou le jugement ou la peur du jugement. Il n'y a aucune personne âgée avec un trouble neurocognitif qui m'en ont parlé. Les proches, les intervenants l'ont nommé beaucoup. La désinhibition, les règles du jeu, le restaurant, c'est 3 choses qui sont ressorties. Je vais vous en parler en carte pour les proches, je vais y revenir juste après. La désinhibition, l'approche nous l'exprimait bien, là, en parlant de son conjoint, il fait des farces, puis des farces déplacées de sexe, des choses comme ça, puis ma belle-sœur, tu vois que ça la dérange, mais lui, il s'en rend pas compte, fait que, on a arrêté de les voir, on se parle plus. Donc, à cause de cette entente sociale ou cette méconnaissance aussi de la part des autres de ce que ça peut faire, les troubles neurocognitifs, on coupe on coupe des sorties. Je me souviens pas les règles du jeu. Les règles du jeu, à un moment, les gens
Que ce soit, on a parlé des quilles, on a parlé des cartes, on a parlé, où j'ai mis les 3 petits points dans ce verbatim, c'est un jeu des 2 bouchons, puis là, j'ai mis en 3 petits points parce que je n'étais pas capable de vous l'expliquer. Mais en tout cas, il y avait plusieurs. Une fois que la personne a plus de difficultés, soit à respecter les règles, comme on parlait de marcher sur la ligne au pied, là, puis quand tu joues dans une équipe, ben, ça te fait perdre des points là, si tu c'est ça, si tu piles sur la ligne. Puis même, c'est pas nécessaire, ça peut être aussi juste le fait que ça me prend un peu plus de temps hein, de jouer ma carte ou de comprendre quelle carte je dois mettre. Ça avait des impacts beaucoup sur le proche qui, à un moment, disait OK, ben, j'irai plus. Donc, parlait justement, une autre proche qui parlait de son conjoint. Ben, c'est plus sa façon de jouer, les règles, mais c'est le jeu, le fameux jeu des 2 bouchons. C'était la compréhension du jeu. Tu sais, c'est un peu plus difficile avec les autres. Elle dit peut-être que si on y allait juste les 2, ça l'irait. Mais si en public, là, c'est difficile. Les regards, les pensées, les jugements, le jugement des autres. Puis les gens n'arrêtaient pas de dire, ben, lance la balle de même. Puis là, le conjoint disait, ben non, pas de même, j'ai toujours fait ça comme ça. Non, puis en tout cas, ça a fait des froids, puis ils ont arrêté d'aller jouer. Dans cette entrevue-là, j'ai essayé d'aller voir si, est-ce que c'était une peur du jugement perçu ou réel? Est-ce que quelqu'un avait dit quelque chose qui c'était dur à déterminer? Est-ce que vraiment il y avait eu euh, quelqu'un qui avait dit quelque chose, quelqu'un qui avait regardé, ou c'est difficile à aller voir si vraiment il s'est passé réellement quelque chose. Mais pour l'approche, il s'est passé quelque chose. C'était difficile, c'était difficile, donc on arrête de jouer à cause de ça. Juste un instant, je me souviens plus. Le restaurant. Le restaurant, pour certaines personnes, certains proches, quand la personne mangeait moins de façon attendue, là, des gens qui mangeaient soit avec les mains, soit les gens échappaient des choses en mangeant. Il y a des gens qui arrêtaient d'aller au restaurant à cause de ça. Il y avait d'autres enjeux aussi. Les menus, des fois, sont très chargés. Là, donc, ça prend beaucoup de temps à choisir ou des choses comme ça, mais c'est pas ça qui faisait en sorte qu'ils arrêtaient d'aller au restaurant. C'était davantage un peu, si on veut, la honte qu'ils sentaient. Il y a d'autres proches en même temps qui disaient, ben, tant pis, on va juste regarder ailleurs. Tu sais, il y a un continuum dans les gens qu'on a rencontrés. Mais voilà. Donc, ce qu'on s'attend, les règles de société, ça devient problématique. Le jugement, la part du jugement. J'ai rajouté en bas la carte pour les proches. Les sociétés Alzheimer, je ne sais pas s'il y a d'autres organismes qui en fournissent, ont comme des cartes d'affaires qui le proche peut avoir avec lui ou avec elle qui dit, je paraphrase, là, mais j'accompagne une personne qui a un trouble neurocognitif, s'il vous plaît, soyez patient. Puis beaucoup de proches m'ont dit que ça, ils aimaient vraiment beaucoup ça, cette carte-là. Puis ça diminuait justement ces sentiments-là, soit de honte ou de vouloir pousser un peu la personne qui accompagne. Donc, il passait par exemple à l'épicerie, puis passait en premier, montrait la carte. Le bémol que j'ai à mettre là-dessus, c'est génial, là, mais quand j'ai en parlé avec les personnes âgées qui ont un trouble neurocognitif, ben, c'est pas tout le monde qui a le goût que les gens savent qu'ils ont un trouble neurocognitif. Donc, c'est un équilibre qui n'est pas facile à atteindre, puis j'ai pas de réponse, qu'est-ce qu'il faut faire, mais il y en a quelques personnes qui disaient, ben, moi, quand j'ai besoin d'aide, je vais voir, puis je dis, hey, moi, j'ai l'Alzheimer, puis aide-moi. Mais il y en a d'autres qui disaient, si je suis pas obligée de le dire, moi, j'aime autant qu'on le sache pas. Donc, ces cartes-là sont bien, aident beaucoup, mais des fois, la personne elle-même voudrait peut-être éviter que les gens soient au courant. Donc, c'est peut-être un bémol que j'ai à mettre pour cette carte qui est très, très, vraiment très apprise. Pourquoi on arrête ou on diminue les activités? Ben, des fois, c'est que les proches sont inquiets, mais des fois, la personne âgée qui a un trouble neurocognitif aussi. Le premier parle de la désorientation. Ça va pour les deux. Des fois, autant les proches deviennent inquiets. Là. Ah, on n'ira pas, va pas si loin, s'il te plaît. Mais des fois, c'est la personne âgée qui a un trouble neurocognitif là, qui a peur, elle aussi, de se perdre, en fait. Puis, il y a une personne âgée qui me racontait qu'elle sortait avec son chien. Elle allait marcher, elle continuait à aller marcher, mais elle amenait toujours son chien. Son conjoint ne pouvait pas être là. Puis elle disait, ben, j'espère que si je me perds, mon chien va être capable de me ramener. C'était comme son. Puis c'est parti, c'est une belle discussion aussi sur les chiens miroirs après. Est-ce que ça pourrait être utile puis permettre de conserver une certaine autonomie plus longtemps ou en tout cas donner confiance? Ça a été.
ça a été une belle discussion là-dessus. Puis c'était dans un groupe de discussion d'ailleurs, ben, dans le groupe de discussion que j'ai fait avec ces personnes-là. Puis c'était vraiment intéressant comme discussion. Un point, pour les personnes, c'est peut-être pas clair la façon dont je l'ai écrit. Quand la maladie progresse, puis à un moment, la personne déménage dans une RPA ou peu importe où elle déménage, tu sais, vous avez un moment où chez eux, ça demeure chez eux où j'ai habité 50 ans de ma vie. Donc, les proches hésitaient à sortir, à amener la personne parce qu'en revenant, la personne était comme ben, je suis où? Peux-tu me ramener chez nous? Puis il était comme, ben non, papa, c'est ici maintenant chez vous. Puis donc, c'était les proches voulaient éviter, en fait, puis des fois, ça devient très, très intense comme moment. Le proche, la personne âgée qui pleure, puis ben non, mais je vais retourner chez nous. Donc, des fois, ça se passait bien, les sorties, mais le retour était tellement difficile que le ou la proche décidait de réduire ce nombre de sorties-là. Le reste, on va pas apprendre grand-chose. La nouveauté, l'inconnu, c'est les gens, puis beaucoup les personnes âgées qui ont un trouble neurocognitif disaient tu sais, je vais faire mon chemin que je fais toujours, mais ça m'intéresse pas là, de faire découvrir une nouvelle affaire, un nouveau chemin, aller à une nouvelle place. Ça leur tentait pas vraiment. Et puis, le dernier point, on ne pourra rien faire, là, à moins que vous ayez eu encore une idée de génie, mais la noirceur aussi était problématique. Les gens, à un moment, ne voulaient plus sortir là, parce qu'il faisait noir. Ça l'exacerbait, si on veut, l'anxiété ou la peur là, de la personne âgée qui a un trouble neurocognitif. Ça va. Ça, c'est un petit moment. Non, j'avais rien fait. Bon, les limites du transport adapté. Bon, tu sais, c'était les régions, c'était différent, évidemment. C'est différent si c'était à Laval, que c'était en Mauricie, à la Tuque, ou peu importe. Donc, ça, il y avait des différences régionales. Pourquoi je parle pas du transport en commun? C'est que les gens me disaient que rapidement, c'est plus bien une option. Tu sais, ça devient. Puis ça, ben, en fait, dans les régions plus éloignées, il n'y a pas vraiment de transport en commun de toute façon, mais même dans les autres régions, ça devient compliqué, là. On a parlé de plein de choses, de bruit, les gens, l'arrêt, où il faut sortir. Bref, rapidement, le transport régulier, de gérer l'argent, la carte, ça fait bip, ça fait pas bip, la porte ouvre pas. Rapidement, c'était moins une option. Donc, c'est pour ça que on s'attarde davantage au transport adapté. Pour le transport adapté en région, la longueur du trajet, puis les horaires. Quand tu as un rendez-vous médical à 13 heures, puis tu es là en 11 heures, c'est pas super. Quand c'est très long, parce que souvent, ils vont faire, je sais pas comment dire en français, mais les runs, là, ils vont prendre plusieurs personnes, mais loin. Donc, des fois, c'est très, très long le trajet. Ça rajoute à une journée, puis après, il faut que tu reviennes aussi. Non? Donc, ça, c'était un enjeu pour ces personnes-là. Le transport adapté, c'est du porte-à-porte. Fait que ça, c'est magnifique. C'est magnifique quand tu t'en vas à une société Alzheimer, visiter ta fille, un endroit que tu n'as pas à circuler à l'intérieur. Par contre, l'exemple par excellence, c'est le centre hospitalier. Tu as beau être rendu à l'hôpital, tu n'es pas rendu à ton rendez-vous encore. Donc, même de laisser la personne à la porte, ben, c'était pas garant qu'elle allait se trouver. Puis même quand elle se trouvait, ben, ça avait créé beaucoup d'anxiété, puis il n'y a pas toujours quelqu'un pour répondre, pour l'aider, tout ça. La situation inverse aussi, pardon. Ouais, la situation inverse aussi est vraie, puis je vais revenir au troisième après, où, bon, la personne a réussi à se rendre à son rendez-vous, mais après, il faut qu'elle retrouve son transport aussi. Fait que c'est pas fini une fois que j'ai fini mon rendez-vous. Le verbatim exprime ça. C'est un intervenant qui me racontait, dans le fond, c'est arrivé à un monsieur, puis c'est dans une région un peu plus éloignée. Puis là, j'ai mis Montréal quoi en français? Entre crochets. Mais c'était pas Montréal la ville, mais je voulais juste vous donner un exemple. Donc, c'est arrivé à un monsieur récemment, sorti de son rendez-vous. Monsieur, il n'a pas pris la bonne compagnie de taxi. Il a vu un taxi, il a dit, ben, c'est pour Montréal. Fait que le gars de taxi, il a fait comme, OK, ça va à Montréal. Puis là, ils l'ont cherché. Le taxi adapté, si on veut, qui devait le ramener, ils l'ont cherché, ont réussi à le retrouver. Le monsieur avait un cellulaire.
Puis le monsieur était comme, ben, c'est un taxi, il m'a dit qu'il m'amènerait à Montréal. Donc, puis l'intervenant disait, ben oui, mais si tu demandes, il peut t'amener à Chibougamau aussi. Donc, tu sais, il y a des enjeux, même quand je sors, même quand je me suis rendue à mon rendez-vous. Donc, c'est ça, c'est pas simple, même quand le transport adapté est bien adapté. Dernier point, malheureusement, l'attitude des employés. Puis là, je dis, il y a vraiment plein d'employés magnifiques aussi. Là, on a raconté de belles histoires aussi, des gens vraiment que leur comportement est adapté, puis avec une douceur humaine. Mais il y en a d'autres aussi. Bonjour. Il y en a d'autres aussi. On donnait, par exemple, on donnait l'exemple d'une personne qui arrive, puis là, la madame est en train de mettre son manteau, c'est l'hiver, il fait moins vent, puis le monsieur dit, ben, l'employé dit, ben, pas besoin de manteau, on s'en va dans l'autobus de toute façon. Mais oui, l'hiver fait moins vent, j'ai besoin de mon manteau. Tu sais, il y a un peu d'impatience. Aussi, l'autre chose qui était problématique, c'est les conversations avec les oreillettes, ou c'est pas une oreillette, là, les Bluetooth, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais ça devient, il y a un stade de la maladie où ça devient, ça porte à confusion. T'entends parler vite. Puis on disait même des fois, même pas dans le langage, un langage, pas dans une langue, par exemple le français ou l'anglais. Donc, ça porte vraiment à confusion pour la personne âgée qui a un trouble neurocognitif qui est assis derrière. Donc, c'est ça. Les employés du transport adapté peuvent faire en sorte que ça va vraiment bien ou que ça va vraiment moins bien. Puis ça, c'est quelque chose sur les... Ben, c'est déjà connu, là, fait qu'il faut agir sur la population complète, la sensibilisation. Mais aussi, les gens qui arrivent, laissent la personne sur le trottoir, s'en va, mais attends, il va falloir que tu t'assures que la personne est rentrée chez elle ou des choses comme ça. Donc, voilà pour les limites du transport adapté. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais discuter avec vous, des résultats des thèmes aujourd'hui. Les limites de cette phase-là, si on veut, j'en ai discuté un petit peu tantôt. Je vais passer au deuxième tout de suite, DIAD, proche personne âgée qui a un trouble neurocognitif. Comme je disais tantôt, je n'ai pas rencontré personne âgée qui a un trouble neurocognitif seule. Ça, je l'ai pas réalisé avant qu'on ait fini, dans le fond. Ben, en fait, j'avais réalisé, là. Ah non, c'est pas ça, je m'excuse, je me mélange. J'ai pas pu en rencontrer seule, puis ça fait en sorte que j'ai rencontré plusieurs diades, puis c'est arrivé plus qu'une fois qu'on terminait l'entrevue, puis là, le proche me suivait. Puis là, il me disait, ah, tu sais, mais tu sais, rajouter des points. La personne âgée qui a un trouble neurocognitif, elle faisait pas ça. Donc, il y a probablement des choses qu'elle me disait pas. Puis ça pouvait être, hey, proche d'un peu tannant, il n'arrête pas de me surveiller, mais ça peut être plein de choses aussi que j'ai pas pu savoir. Ou des fois, tu sais, le proche prenait aussi tu sais, le livre, là, si on veut, parlait beaucoup, puis là, la personne âgée me disait, tu sais, oui, oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Je pense que ça va demeurer une limite. Heureusement qu'il y a eu ce groupe de discussion-là avec seulement ben, l'intervenante, les personnes âgées qui ont un trouble neurocognitif. Ça a permis, je pense, d'avoir une perspective, si on veut, plus libre, que quand ton proche est là à côté de toi, c'est des fois plus difficile pour différentes raisons. Puis si je reviens à ma première limite, c'est ça que je disais tantôt, je m'en suis rendu compte à la fin, quand j'ai eu fini l'entrevue, mais autant les proches que j'ai rencontrés que les personnes âgées qui ont un trouble neurocognitif, personne ne vivait seul. Le plus proche que j'ai eu de seul, c'est une personne âgée qui s'approchait d'âme, mais c'était dans un duplex, donc, tout ce qui est les obstacles, puis tout ce qui va être réfléchi après, est peut-être moins adapté à une personne qui reste seule, mais on sait que les troubles neurocognitifs, il va continuer à en avoir de plus en plus, puis on sait qu'il y a plein de gens qui restent seuls aussi. Donc, cette limite-là, qui malheureusement a été découverte trop tard pour qu'on puisse faire quelque chose à cette phase-là, ben, on la garde en tête là, pour les prochains projets, pour qu'on puisse élaborer des actions aussi qui visent ces personnes-là, puis aller les chercher, tu sais, ça parle aussi, là, qu'on a juste recruté des gens qui étaient accompagnés. Comment on fait pour aller les chercher, ces personnes-là? Donc voilà, c'est les principales limites que j'ai identifiées dans cette phase-là. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, puis je suis toute oui pour vos questions, commentaires, suggestions. Une question pour vous par rapport aux limites, puis le fameux DIAD.
Puis bon, ben, toutes les barrières que l'on peut renommer quand on est un proche aidant, un proche aidant. Est-ce que le cercle autour va faire que les verbatims relancés sont différentes d'un à l'autre par rapport à la complexité là? Donc, je m'explique. Si c'est la conjointe avec le conjoint qui vit dans la même maison, mais que les enfants sont à 250 mètres et que c'est une famille soudée, est-ce que vous avez les mêmes verbatims ou est-ce que ce réseau social-là, tout autour, n'a pas d'influence sur finalement les retombées du quotidien parce que le proche cache aux autres? Ben, quelle est la réalité? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est un plus, mais est-ce que c'est un plus ou est-ce que finalement c'est un moins? Ben, c'est une question super intéressante, puis j'ai malheureusement pas de réponse, parce que j'ai pas rencontré, par exemple, je sais pas, une proche aidante, une conjointe, puis sa fille, j'essaie de réfléchir, sa fille, son fils, là, donc je peux pas faire de comparatif, mais je serais pas surprise qu'effectivement, là, ce soit différent, hein, parce que peut-être parce que le proche cache des choses, mais aussi on voit les choses différemment quand je suis là tout le temps, quand je suis pas là, quand j'ai un pas de recul ou j'en ai pas. Donc ça serait intéressant. Donc j'ai malheureusement pas de réponse, mais je suis assez convaincue, mon hypothèse, et que c'est sûr qu'il y aurait des choses différentes qui ressortiraient, puis ce serait une des projets vraiment intéressants aussi. On a une personne en ligne qui a une question. Ouais. Attends, est-ce que tu avais une question? Une question, enfin, peut-être plusieurs, mais je vais en prendre une. Dans un premier temps, merci beaucoup pour la présentation. Je trouve ça super intéressant, super stimulant. Personnel, ça fait aussi écho à projet de recherche que je mène et à titre plus clinique à mon activité de gériatre. Et justement, j'aurais une question sur votre profil de participant, parce que PATNC, Oui. en fait, ça veut dire quoi? C'est quel type de profil? C'est quel type des diagnostics posés par qui? Par quoi? J'ai pu comprendre que les références, c'était plutôt la Société Alzheimer du Québec, mais parce que dans les éléments entendus, il y a des éléments qui font écho, où je me dis, mais on a des enjeux de presbyacousie, on a des enjeux d'apathie, on a des enjeux d'anxiété. On dit, ben, on a envie que ça devrait pas être un frein avec une prise en charge médicale appropriée, j'avoue. Et donc, on se dit, ben, c'est quoi votre profil de participant? Oui, mais en effet, j'aurais dû le préciser. En fait, pour pouvoir participer, il fallait que la personne ait 65 ans et plus, puis qu'il y ait eu un diagnostic de posé. On ne le vérifiait pas, là, évidemment. Puis je vous avoue, il me semble que toute réserve, il me semble que c'est ça, je ne demande pas qui a diagnostiqué. Ça a été très variable. Les personnes âgées que j'ai avec un trouble neurocognitif qui ont participé vivaient tous encore dans leur domicile, là. Donc, il n'y en avait pas qui étaient en PA. Étaient quand même c'est ça, encore une certaine autonomie. Ceci étant dit, on a eu des échos par des proches qui accompagnaient une personne qui était plus avancée aussi. Fait qu'il y avait vraiment plus les intervenants aussi qui racontaient. C'est ça. Donc, on avait vraiment un continuum de personnes qui venaient toujours. Puis d'ailleurs, j'ai rencontré un couple, la personne est tout juste, ça faisait 2 semaines qu'il était diagnostiqué. Puis c'était intéressant parce que c'était très différent comme entrevue de se projeter dans l'avenir. En fait, cette personne-là était en train de faire ses trucs de notaire. Puis tu disais, moi, quand la journée qu'on va me dire que je conduis plus bien, va donner mon permis. Bref, c'était très différent, mais je n'étais pas capable d'aller voir. Il n'y avait pas d'inquiétude encore. Je veux dire. C'était différent, cette personne-là, des autres. Mais sinon, moi, j'avais des participants pour les personnes âgées, parce que c'est beaucoup aux autres qui nous intéressaient encore plus, là. Les personnes âgées qui ont un trouble neurocognitif, ils étaient quand même, avaient tous conservé encore une autonomie qui leur permettait de sortir, d'aller marcher seuls ou des choses comme ça. Je sais pas, moi, je peux peut-être pas le voir. Sinon, le Prosper cherche à Oui, ce qui déroule de ça, pour moi, on a la perception de
C'est-à-dire ils sont autonomes et quelle est leur perception d'eux-mêmes dans vos entrevues? Est-ce que la perception de leur trouble est amoindrie? Enfin, le côté anosognosie, perception de soi, on en est où dans leur... Ben, ça aussi, c'est variable, là. La plupart, en fait, la plupart, est-ce que c'est la plupart? Il y a une bonne proportion qui était consciente de l'évolution de la maladie, de ce qui était attendu. Puis même mettait en place déjà des choses. Ben, je parlais du chien tantôt, là, mais tu avais déjà réfléchi. Ben, puis elle s'était jamais perdue, cette personne-là, mais elle disait, ben, quand je vais me perdre, le chien va me ramener, en tout cas, j'espère. Mais il y avait quand même des gens encore autonomes, plus avancés, chez qui c'était plus difficile c'était plus difficile, je ne sais pas comment l'exprimer, là, c'est ça, d'explorer s'il y avait des inquiétudes. Non, pas vraiment. Est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Tu sais. Puis ça serait intéressant d'aller voir plusieurs approches, mais finalement, le prochain après me disait, ben, pas vraiment, là, on va au restaurant, il n'est pas capable de commander. Tout ça, ben, il y avait une variété. J'ai pas de profil type là, qui est ressorti de ça. Je vais faire du pouce en attendant la fameuse question. Ça sera pas long à la maison, on va trouver vos questions. Parce que le lieu de la prise en charge peut aussi influencer le lieu d'information et de formation, tant pour le malade, la personne avec un trouble neurocognitif ou le proche aidant. Puis cette connaissance, ou en tout cas cet étalement, va aussi faire que l'inquiétude ou les ressources que je peux anticiper va être importante. Donc, est-ce que, je ne sais pas, à Laval, ils étaient tous suivis je donne n'importe quoi, en clinique de gériatrie avec un gériatre qui était spécialisé dans le TNC, ou est-ce qu'ils sont suivis par des médecins généralistes de GMF qui, eux, traitent le TNC, mais toutes les autres ressources, ou ils étaient tous palliés à la Fédération Alzheimer parce que ils n'avaient pas d'autres ressources, puis c'était la seule ressource qu'ils avaient. Ben, en fait, pour ce qui est du suivi, c'est sûr que je ne l'ai pas exploré avec tout le monde, là, mais il y en avait qui étaient suivis par des médecins généralistes très bons, puis avec des médecins généralistes, d'autres avec des médecins généralistes, des fois qui avaient peut-être moins de connaissances, puis des fois, c'était moins pertinent là, pour le sujet qui nous intéressait aujourd'hui, mais des fois, le diagnostic avait été posé, puis un peu, vous avez une maladie d'Alzheimer, puis super, prenez un rendez-vous dans 6 mois. C'était très froid. Ceci étant dit, puis il y avait d'autres gens qui étaient vraiment très bien suivis. Ceci étant dit, c'est sûr que, puis ça fait partie des limites, ces gens-là ont tous été recrutés à travers les sociétés Alzheimer. Donc, c'est tous des gens qui avaient un certain soutien, tu sais, puis qui avaient fait les démarches pour aller chercher ce soutien-là. Donc, j'ai pas l'écho des gens des autres personnes, là, dans le fond. Et vous ne savez pas si le fait d'être venu à la société, c'est parce qu'eux n'avaient pas de soutien ou parce qu'on leur a conseillé. Il y a deux aspects qui sont très différents entre eux. Mais pas nécessairement. Aucun guideline, puis j'essaye. Bon, il y en a. Oui. Il y en a que c'était comme ça, mais il y en a d'autres. En fait, il y en a même que c'est le médecin lui-même, le gériatre, peu importe, qui a dit, ah ben ça c'est une bonne ressource. Puis donc ça, il n'y avait pas de profil type pour ça non plus. Mais il y en a qui effectivement, on parlait d'automatisation tantôt, puis que pour plein de personnes c'est difficile, mais il y en a là, qui sont bons sur Internet, là, qui ont trouvé des ressources. Donc ils ne s'étaient pas trouvés là à la Société Alzheimer nécessairement parce qu'il n'y avait pas d'autres informations. Des fois, il avait été référé là. Donc, c'était pas par... Des fois, il y en a qui c'était par manque d'autres sources. Je pense que c'était la bonne place à aller aussi. En tout cas, une bonne place à aller. Et des fois, il y en a qui c'était parce qu'ils cherchaient par eux-mêmes qu'ils ont trouvé, mais il y en a d'autres qui étaient référés là, à leur service. Oui. Est-ce que vous avez eu des discussions avec par rapport au fait de peut-être des fois devoir se réinvestir dans les nouvelles passions? Parce que souvent on entend, là, par exemple, avec le trouble cognitif, c'est un énorme handicap si mon hobby préféré depuis tout le temps, c'est faire du bridge avec mon groupe social. Alors que si mon hobby, c'est de prendre marche en nature, ben là, tu sais, est-ce qu'il y en a qui ont dû, justement, que leurs passions sont plus accessibles et donc ils doivent réinvestir? Je vous avoue que j'ai pas de réponse, puis non, on n'a pas. Il n'y avait pas de question spécifique à ça, puis ça aurait été intéressant. Mais non, tranquillement, c'est comme un entonnoir. Doucement, il y a des choses
à un stade, il y a des choses qui étaient plus possibles, peu importe pour quelle raison. Par contre, il y a quand même des proches qui insistaient, puis il y en a une qui disait, bah, avant, il allait dans le bois, là, à la chasse avec Ouais. ses amis, puis là, il disait, OK, non, ça, non, là, ça, il était inquiète, puis tout ça, c'est un exemple de décision prise par le proche, mais en même temps, l'encourager à aller jouer au golf qui est à côté. Tu sais, il a toujours joué au golf, puis je suis pas certaine, puis ça demeure une hypothèse, je suis pas sûre qu'on réinvestit. Je pense que ça fait juste disparaître. Je suis pas sûre qu'on réinvestit ou qu'on travaille, qu'on devrait probablement le faire, là, de trouver autre chose. Je pense que c'est ça. Tranquillement, ça se réduit. Mais c'est une hypothèse. Là. C'est pas appuyé par Super, merci. Elle est partie, alors. Ben, le mon courriel, là, Oui, c'est ça. pour qu'on m'écrive. Pardon? H. Ah, ça me dit. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait le doigt.